Good morning! Un petit vlog. Ça fait des années que j'ai pas fait un vlog. J'avais envie de faire une journée dans ma nouvelle vie à Biarritz, de parler de choses qui m'aident à sortir de l'épuisement, si je puis dire. Le burn-out, c'est un truc que j'ai énormément vu en cabinet de médecine générale. J'ai attiré, on va dire, les personnes en burn-out. J'ai fait beaucoup de suivi de burn-out. Il se trouve au bout d'un moment qu'un proche m'a dit « Rebecca, mais je sais pas si tu le vois, mais toi aussi t'es cramée en fait ». Et j'ai mis du temps à le voir. Je te partage dans cette vidéo aussi des pensées sur le burn-out et des choses qui m'aident à ralentir et à kiffer mon quotidien, à plutôt avoir envie d'être dans mon quotidien plutôt que d'essayer de le fuir tout le temps. Slow living, c'est la mode de parler du slow living. Et ceux qui me connaissent savent que moi, mon truc, c'est pas le slow living. J'ai tendance à être vraiment speed. Giffy. Jiffy. Oui. C'est pas ça. J'adore Jiffy. Jiffy. Je pense pas qu'il y a de la peinture. On peut essayer, mais je suis pas sûre. Ma petite balade quotidienne près du lac. J'aime trop cet endroit, c'est tellement apaisant. Et c'est à 5 minutes de chez moi. Ça me relaxe, ça fait trop du bien, vraiment. Parce que je suis plutôt, j'ai un métier sédentaire quand même. Que ça soit quand je travaille en cabinet ou quand je fais des téléconsultations, c'est très sédentaire. En fait, je pensais qu'il ferait beau, mais Biarritz, on sait jamais. On sait jamais quel temps il va faire. Il fait 4 saisons dans une journée chaque fois. Ici, je vois les petits enfants qui s'assoient, qui regardent des canards, quoi. Mais quand est-ce que tu t'es assis la dernière fois que tu as regardé les canards ? Il y a énormément de vent. Je sais pas si c'est une très bonne idée d'être là. Le burn-out, parlons-en. Un mot qu'on entend dans tous les sens. En fait, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de vous dire que moi j'ai grandi, je pense vraiment dans une culture comme de la performance et de l'effort. Et je sais pas si c'est quelque chose, j'ai pas l'impression que c'est forcément quelque chose qu'on m'imposait, que mes parents m'imposaient, mais je pense que c'est peut-être un truc qu'on leur a imposé à eux. Et qu'il y avait un truc où moi j'ai l'impression qu'il fallait que les choses soient dures pour que ça ait de la valeur. Il fallait que je galère pour pouvoir avoir des félicitations, de l'approbation. Et c'était un truc que je me faisais galérer moi-même en fait. Je me mettais de la pression à moi-même dans plein de domaines pour avoir l'impression peut-être de travailler, de réussir quelque chose. En tout cas, il fallait que ça soit dur, quoi. Et il fallait que je me prouve que je peux réussir des trucs difficiles. Et en fait, bref, court-circuit, je commence à travailler en cabinet de médecine générale il y a 10 ans. Et là, je suis très vite frappée du nombre de personnes qui viennent parce que ça va pas à l'intérieur. Et qui craquent en fait. Et qui sont là en mode je peux plus, je n'arrive plus ce que je faisais avant, ça marche plus. J'ai des symptômes, je capte plus rien, j'ai des vertiges, je fais des malaises, j'arrive plus à prendre ma voiture, je prends du poids, je perds du poids, j'arrive plus à dormir. Et là, tout part en latte. Et on perd le contrôle, il y a un effondrement, vraiment, et souvent il y a un moment, il y a comme un jour J, il y a un moment où là ça a craqué. Alors, pas tout le temps, ça peut être aussi progressif, mais très souvent, il y a comme un moment de rupture. Et là, c'est tout qui part en latte, et ça fait vraiment peur, ça fait flipper parce que souvent j'ai des gens qui justement ont l'habitude de contrôler, de gérer plein de trucs, d'être dans la performance, ou en tout cas d'être dans cette culture de la hâte, du speed, où il faut tout optimiser et tout, et tout d'un coup on n'y arrive plus. Et généralement il y a toujours 3 phases. Et après je vais dire un truc important après les 3 phases. Toujours 3 phases. Premièrement, l'effondrement, c'est ça justement, patatrac, ça va plus du tout, et on ne se reconnaît plus. Et là généralement la demande qu'on me fait c'est: donnez-moi quelque chose, est-ce que vous n'avez pas un truc là, il faut que ça passe. J'ai une deadline, j'ai un projet à rendre dans 2 semaines, j'ai un truc, vite, il faut que ça passe. Et bref, je vais revenir là-dessus parce qu'en fait, on s'est négligé pendant des mois, peut-être des années, on s'est pas respecté, on n'a pas écouté ses limites. Et là, encore là, on craque, et encore on respecte pas ses limites, et on voudrait un truc qui court-circuite tout et qui nous fasse aller bien. Ça montre quand même une vraie déconnexion de soi, mais je vais y venir juste après.
premièrement l'effondrement, ensuite deuxièmement une période d'errance, plus ou moins longue, souvent de plusieurs mois, où on ne capte plus trop ce qui se passe, mais on commence à accepter, à abandonner l'idée d'aller mieux, et abandonner l'idée d'aller mieux tout de suite, abandonner l'idée d'aller mieux rapidement. Et ça, j'ai envie de dire, c'est la première clé dans une période d'effondrement. Là, je parle de burn-out, c'est générique, parce qu'entre guillemets, un burn-out, notamment un burn-out professionnel, il y a une triade, 3 éléments diagnostiques qui font que, en gros, il y a un épuisement, une fatigue physique et mentale, morale. Il y a un cynisme, une négativité par rapport au travail qu'il n'y a pas habituellement. Et troisièmement, il y a une perte de performance. En fait, on n'arrive plus à faire ce qu'on arrivait avant. Mais moi, je pense qu'on peut avoir des épuisements dans plein de domaines, parental, familial, relationnel aussi, même dans une relation de couple. Alors c'est pas du tout le même truc, mais c'est un peu le même concept. Le fait qu'on accumule diverses frustrations, fatigues, non-respect de ses limites ou méconnaissance de ses limites, et puis accumulation, tout d'un coup, patatrac, le château de cartes s'effondre. Donc cette deuxième phase d'errance, elle est hyper importante parce que finalement, on va se rejoindre là où on est. On va commencer à arrêter de se battre en fait, parce qu'en fait notre système nerveux, il a dit stop. Et quand il dit stop, on peut tout faire, c'est lui qui aura le dernier mot. Quand c'est stop, c'est stop. Et finalement, il va nous forcer à ralentir, nous forcer à faire différemment en fait. Et troisième étape, se reconnecter à soi, apprendre à percevoir ses besoins. Pour moi, je dis apprendre à se connaître ou réapprendre à se connaître comme on apprendrait à connaître une personne en face de nous. Et reconstruire un quotidien qui nous ressemble plus finalement et qui est plus en phase avec qui on est dans la réalité. Pas forcément de tout ce qu'on projette. Moi, j'ai vécu mon premier gros effondrement, je pense à 18 ans, après mon bac, et ça a été une période extrêmement marquante. Je ne minimise pas, hein. Mais en fait, je me suis vite dit qu'il y a des effondrements nécessaires. Parce que finalement, après ce qui reste, ça craque des carapaces et ça nous fait accéder à plus d'authenticité et plus de connexion en fait à qui on est authentiquement. Et après, ça enrichit nos liens généralement et ça nous donne plus de solidité aussi. D'apprendre à dire ça me va, ça me va pas, ça oui, ça non. Donc voilà, ça peut être riche, mais ça veut pas dire que c'est facile, clairement pas. Le truc sur lequel je voulais revenir, c'est avant en fait. Avant l'effondrement, l'errance, la reconnexion, avant ces 3 phases, il y a une période plus ou moins longue, mais souvent très longue, où en fait on a été déconnecté de nous et où on a fait passer les besoins des autres, le travail, les projets du quotidien avant soi. Et parfois c'est pour un boulot qui nous saoule et qu'on n'aime pas, mais parfois c'est aussi pour une passion. Moi j'ai des gens que j'accompagne qui sont parfois passionnés de leur boulot, mais qui ont tellement donné qu'en fait tout leur jus y passait et tout d'un coup ça va plus. Et cette zone en fait, c'est toute cette période où finalement on se néglige et en anglais il y a un terme qui moi m'a frappé à une période de ma vie, c'est self-betrayal, c'est l'auto-trahison, on se trahit soi-même. Parce que chaque fois que je fais passer des trucs avant moi, je m'envoie comme signal à moi-même. J'adore. J'habite près d'un aéroport. J'adore voir les avions tout bas. Bref. Chaque fois qu'on fait passer des projets ou des besoins des autres avant soi, on s'envoie le message « tu ne comptes pas ». Ou en mode « toi t'es pas importante ». Alors là, cela dit, ça veut pas dire qu'il faut jamais prioriser les autres, pas du tout. Si automatiquement, en mode pilote automatique, on fait tout le temps passer les besoins des autres avant les nôtres, forcément, on se trahit soi-même. Et si tu étais une personne avec qui tu étais en relation, là, sans doute que tu te mettrais la misère, en fait. tu serais peut-être pas ta bonne pote parce que tu te négligerais beaucoup. Et souvent, ça entraîne une faible confiance en soi. Puisque justement, en fait, tu ne te tiens pas les promesses que tu te dis. Tu essaies de satisfaire tout le monde autour de toi, mais pas toi.
Il faut que tout le monde soit content. Il faut, en fait, t'es calibré de l'extérieur vers l'intérieur. Il faut que toutes les attentes à l'extérieur soient satisfaites pour que toi, tu te sentes bien. Et du coup, en fait, t'es au bout de la chaîne alimentaire, quoi. Du coup, tu te sens fragmenté. Parce qu'en fait, c'est ça le truc. En tout cas, chez moi, dans ma tête, je me créais un monde où j'étais à l'aise, un monde où j'osais. Dans ma tête, j'osais tout, en fait. J'osais dire oui, non, j'osais dire j'ai envie de ça, j'ai pas envie de ça. Et dans ma tête, mon monde me ressemblait. Et j'étais en cohérence avec mes valeurs, j'étais alignée à mes valeurs. Mais dans le concret, c'était pas du tout ça. Je me souviens, ça c'était pendant l'internat, donc il y a maintenant 12-13 ans. J'aimais pas mon quotidien, mais j'aimais pas du tout, franchement. Bon, c'est pas un secret que les études de médecine, c'est demandant. Et tout le monde le vit pas mal. Moi, j'ai vraiment pas mal de potes qui l'ont super bien vécu. Moi, je l'ai vécu, mais avec le recul, j'étais déconnectée de moi-même. Et moi, je me souviens, avant d'aller en garde, des fois, j'avais des compulsions alimentaires. En fait, j'étais trop fatiguée, j'étais stressée, je me réfugiais dans la nourriture. Et puis après, en garde, je bossais tellement que moi, je me disais, au moins, je peux plus penser à comme je me sens pas bien parce que je suis complètement prise dans le boulot. Je passais mes journées au boulot. Quand je rentrais le soir, pareil, je mangeais, je regardais des séries et je dormais, mais je ne pouvais rien faire d'autre que d'être affalée sur mon canapé. Et je me souviens que je me disais, mais punaise, t'es fainéante, vas-y, mais fais des trucs, fais du sport, fais des projets et tout. Et c'est que maintenant que je vois que je n'avais juste plus aucun jus. Et que quand je scrolle des heures, encore aujourd'hui, si ça m'arrive, généralement c'est pas que je suis fainéante, c'est que je n'ai plus de jus. Parce que maintenant je me connais et que quand je suis reposée, quand mon réservoir est plus qu'à moitié plein, et franchement tu crois que j'ai envie de rester devant mon écran toute la journée? Pas du tout. J'ai envie de faire des choses, j'envisage, je suis en mouvement. Mais quand t'es en mode immobilisé, c'est pas que t'es forcément paresseux ou que tu dois te bouger, au contraire, là, c'est qu'il y a peut-être beaucoup trop et t'es surchargé. Et c'est pour ça que je reviens sur donc, mes trois phases. Zone, l'effondrement, l'errance, la reconnexion. Dans le moment d'errance, c'est là, en fait. C'est là où tu te recharges, où tu acceptes que peut-être que tu vas passer des jours à rien faire. Moi, j'ai des patients, ils veulent... Le but, c'est pas que vous soyez en arrêt de travail pendant 9 mois, mais c'est que vous ayez le temps nécessaire pour vous restaurer et repartir de manière à ne pas recraquer dans 3 mois, quoi. Bref, voilà, c'est des pensées en vrac. Je regarde en arrière et je vois que j'ai été très divisée pendant très longtemps. Et je me souviens, pendant l'internat, encore une fois, mais je disais souvent à mes proches, mais punaise, mais je passe à côté de ma vie, j'ai l'impression que je passe à côté de ma vie, là, ça va pas du tout. Et bon, après, c'est aussi une autre question, parce que aujourd'hui, on parle beaucoup de vivre sa meilleure vie, d'être la meilleure version de soi, et ça peut être aussi une course sans fin, dans laquelle j'ai tendance à être après, à vouloir absolument vivre ma meilleure vie, et c'est pas ça le goal. Mais quand il y a une fracture comme ça, où on se sent éloigné, on se sent pas bien dans son quotidien, c'est un signal. Je pense que parfois, on a besoin de l'effondrement pour s'arrêter, parce que on est du genre, les humains, je pense à... Si on a une voiture et qu'il y a des voyants orange, on continue. Rares sont les personnes qui s'arrêtent pour ouvrir le capot. Il y en a, mais il y en a. Mais c'est souvent, en fait, il faut que tout soit rouge, que ça fume, que le capot fume et qu'on doive s'arrêter, quoi. Et des signaux qui peuvent montrer qu'on va vers un effondrement, je pense que, c'est ça, c'est déjà une fatigue qui reste, qui part pas, un cynisme, une négativité blasée, en fait, on traîne la patte, il y a moins de choses qui nous donnent du plaisir, on scrolle plus, on va vers les plaisirs rapides, ça peut être la nourriture, les écrans, l'alcool, le shopping, vraiment des trucs comme ça, hein. Pour moi, je vois que dans les périodes où je suis plutôt en épuisement, c'est comme si je veux fuir mon quotidien. Je fuis mon quotidien, je peux y penser parce que ça me semble trop lourd. Et du coup, je le fuis en regardant des séries, je fais du shopping en ligne, ou même pas j'achète, mais je n'achète pas forcément, je scrolle en fait, je regarde, parce que je cherche des émotions en fait. J'ai envie de m'acheter des émotions, j'ai envie de m'acheter du bien-être. C'est absolument fou, mais quand on arrive à un état plus de repos et plus de recharge,
et ben là généralement on n'a plus envie de fuir le quotidien, mais on améliore notre quotidien on agrémente notre quotidien justement pour le rendre encore plus agréable en fait. Et c'est un cercle vertueux parce que finalement on est bien dans notre quotidien, donc on fait des trucs pour se sentir encore mieux. Donc c'est vraiment cercle vicieux, cercle vertueux quoi. Et vraiment je pense que ces petits signes ils sont pas mal à avoir parce que c'est souvent le même truc, on se blâme si t'es épuisé et que tu regardes trop de séries, tu te dis peut-être punaise, voilà, je suis fainéant, faudrait que je sais pas que j'aille faire du sport, faudrait que j'aille faire un truc. Mais en fait, si t'es à plat, tu n'as pas de jus. Donc je te dis pas de pas faire du sport parce que bien sûr le mouvement c'est vachement bien, mais c'est un ensemble en fait. Et que souvent c'est des symptômes. Que les compulsions diverses et variées c'est des symptômes. Et que finalement, voir les choses dans l'ensemble, eh ben, ça change la perspective. Parce que je te promets que si t'as plus de jus, t'as pas envie d'aller juste vers les plaisirs rapides. T'as aussi envie de cultiver ce qui te tient à cœur, t'as envie d'aller vers tes projets, t'as envie bien sûr de vivre la vie que tu sais que t'as envie de vivre au fond de toi. Sauf que ben, peut-être que là, t'as plus le jus pour. Et je te comprends parce que j'y suis passée plusieurs fois. C'est un chemin d'humilité et je pense que c'est un peu, on dit trial and error, on essaye, on voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas et voilà. Mais moi je suis pas du tout la personne qui va te dire fais de la visualise la vie de tes rêves et ne t'arrête pas jusqu'à ce que tu l'aies atteinte. Parce que je pense que ça peut mettre une pression supplémentaire et te faire courir après des choses. En fait, je crois vraiment à la simplicité et qu'il y a tellement de choses qui sont déjà là. Et que l'idée c'est de s'ouvrir à ce qui est déjà là et de te rejoindre où tu es, là, maintenant. Et souvent c'est pas forcément un endroit où on a envie de se rejoindre parce qu'on a envie déjà d'être dans l'après, d'être dans la saison où on se sentira mieux, d'être dans notre version élaborée de nous-mêmes. Mais en fait non, tout se passe maintenant. Et se rejoindre là, maintenant, sachant que tout est là. Et puis après tu peux aller faire un pas vers la direction où tu as envie d'aller. Et puis un autre, et puis un autre. Mais ça demande aussi de te reconnecter à toi et de refaire le point en fait sur quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi, où est-ce que tu as envie d'avancer. J'arrête mon blabla. Donc moi j'habite à Biarritz là depuis 5 mois, j'ai déménagé en janvier. Et c'est une ville que j'aime depuis 10 ans à peu près. J'aurais jamais pensé vivre ici, c'était pas du tout mon plan. Mais bref, c'est vrai que je suis beaucoup venue cette dernière décennie et voir l'océan tous les jours, me baigner, surfer un petit peu, je suis vraiment une surfeuse du dimanche. C'est génial. L'an dernier, j'ai eu une année très difficile, 2025, l'année du serpent, on en parle. Une année très difficile, vraiment. Je suis dans une saison où je ralentis et où je réévalue aussi comment vivre mon quotidien. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, je te partage des choses des petites choses qui, pour moi, me montrent, sont des indicateurs que, là, je suis pas à sec. J'ai un peu de jus dans mon réservoir.